à tous, marhaba bikoum fi darkoum. Bonjour d'Algérie, nous sommes le mardi, pas le lundi, le mardi 5 novembre, petite piqûre de rappel et nous sommes très heureux comme à chaque fois de vous retrouver pour passer ensemble 1h30 d'émission en direct. Dans quelques instants, nous allons retrouver Radia Boulmali qui sera en direct du Salon international du livre d'Alger pour revenir sur cette 24e édition du SILA. Elle recevra donc deux invités sénégalais cette fois. Alors, le responsable de la délégation sénégalaise d'un côté, le champion d'Afrique de slam qui lui aussi nous vient du Sénégal. Et je précise que le Sénégal sera plutôt l'invité d'honneur de cette 24e édition du SILA. Nous recevrons également Aïda Mishri qui reviendra sur la participation de l'organe national de protection et de promotion de l'enfance à la 24e édition du Salon international du livre d'Alger. Ce sera dans la rubrique psychologie tout à l'heure. Nassiba Djaïdir, quant à elle, eh bien, elle a choisi de revenir sur le parcours d'une artiste peintre qui expose actuellement au Centre culturel italien. Il s'agit de Amina Etzien. Le 65e anniversaire du déclenchement de la révolution, de la guerre de libération nationale, c'était vendredi dernier. Nous continuerons d'en parler à travers, cette fois, le glorieux parcours de la Moujahida Horia Toubal, que nous aurons le plaisir de recevoir tout à l'heure. Nafa Mezari sera également de la partie et dans sa rubrique high-tech, eh bien, il s'intéressera aux applications qui facilitent notre quotidien. Allez, sans plus tarder, la météo avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Pareil qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Exactement. On y va avec la météo du jour? Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, cette début de matinée, brume et nuages bas se partageront le ciel sur l'ensemble des régions côtières et puis le ciel restera plutôt nuageux en matinée, notamment sur l'ouest et le centre, de plus en plus nuageux à partir de l'après-midi, avec quelques pluies l'après-midi, un peu plus marquées à partir de la soirée. Des pluies également sur la partie est, beaucoup de soleil sur le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara central, le Sahara oriental, un ciel voilé vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 26 degrés à Alger, Annaba, 23 degrés à Guelma ainsi qu'à Sétif, 25 à Tizi Ouzou, 26 degrés à El Rouad, 31 degrés à Gardaya, 30 degrés à Béchar, 34 à Tindouf, à Darar, à Ain Salah et enfin 38 degrés à Borj, Badji Mokhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un petit peu de soleil à Bucarest ainsi qu'à Athènes et puis un ciel toujours couvert avec des pluies parfois assez marquées à Berne, Berlin, Paris, Bordeaux, Londres, Dublin. Côté Mercure, on notera 13 degrés à Varsovie, 15 à Budapest, 21 degrés à Bucarest, 23 degrés à Athènes, 21 degrés à Rome, 10 à Berne ainsi qu'à Berlin, 16 degrés à Marseille, 12 à Paris, Londres et enfin 15 degrés à Madrid. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Merci Mina Abed. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Allez, on va du côté du salon du livre d'Alger. C'est la 24e édition du SILA, ça se déroule en ce moment. Et nous allons retrouver le Sénégal, en fait, c'est l'invité d'honneur, c'est bien de le rappeler. C'est l'invité d'honneur de cette édition du SILA. Nous allons retrouver Radia Boulmali pour en parler ce matin, donc en direct de la SAFEX. Bonjour Soumaïa, heureuse de vous retrouver encore une fois au SILA, donc ce temple de la littérature qui regroupe pas moins de 1000 maisons d'édition et puis aussi une quarantaine de pays qui y prennent part. Bien sûr, le pays invité d'honneur, on l'avait dit dès le début, justement des premières retransmissions à partir de cet endroit. Nous l'avions dit, c'était le Sénégal, donc ce pays frère. Et aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de recevoir deux ambassadeurs du Sénégal, enfin ambassadeur bien sûr avec voilà au sens figuré. Bienvenue donc à Bibou Koli.
Merci. Bienvenue, vous êtes cadre au ministère de la Culture au Sénégal et ici vous êtes cette fourmi qui justement qui est sur tous les chantiers et puisque vous êtes le coordinateur principal de la participation sénégalaise à ce SILA 2019, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela, madame. Oui, bienvenue. On va présenter voilà, la seconde personne qui m'accompagne ce matin. Il s'agit d'Al Farouk. Al Farouk normalement mériterait une ovation plutôt. Voilà, parce qu'il est champion d'Afrique de slam et de poésie. Donc, il a été donc voilà, il a reçu la Coupe d'Afrique, on dira, pour cette première édition justement, cette première compétition à l'échelle continentale. C'est bien ça? C'était l'an dernier. C'était l'année dernière au Tchad. Oui. À N'Djamena. Eh ben, chez nous, on a pour tradition un mot comme ça qu'on dit à l'occasion justement d'une réussite. On dit Mabrouk. Et on répond quoi d'habitude? Ah ben merci, c'est tout. Merci. Mabrouk en tout cas, félicitations donc pour ce sacre. Vous êtes champion d'Afrique mais également champion du Sénégal, n'est-ce pas? Très bien, c'est ça, exactement. C'est bien. On va parler un petit peu de l'ensemble de la participation et on reviendra pour plus de détails avec vous. Donc monsieur Habibou Koli, ici présent, donc, va nous dresser un petit peu le topo par rapport à cette participation sénégalaise. Le Sénégal qui vient en force avec pas moins de 40 auteurs et puis 4 stands consacrés à 4 maisons d'édition, c'est bien cela? Oui, je vous remercie d'abord pour cette invitation à votre chaîne qui nous permet de partager la participation sénégalaise avec votre charmant public. C'est vrai, le Sénégal, nous sommes venus en force, nous sommes venus avec 4 maisons d'édition. Mais au-delà de ces 4 maisons d'édition-là, je peux dire que toutes les maisons d'édition sénégalaises sont représentées ici. Oui. Parce que nous, le ministère de la Culture a exposé les ouvrages des autres maisons d'édition qui n'étaient pas dans la délégation officielle. C'est pour montrer la diversité éditoriale du Sénégal. Oui. Et nous sommes venus également avec des écrivains, des professeurs d'université, des grands conférenciers, et des journalistes, des critiques littéraires qui sont venus pour questionner un peu les préoccupations qui concernent aussi bien le Sénégal que l'Algérie. Nous sommes venus avec, comme vous l'avez dit, vous avez présenté ici Al Farouk, nous sommes venus avec ces poètes qui sont en train au Sénégal de faire la promotion du livre dans le genre de plus en plus, qui est en train de connaître une certaine ampleur au Sénégal, qui est le slam. Il y a aussi un choriste, un joueur de kora, qui accompagne chaque animation. Et un conteur. Et un conteur aussi qui essaie de partager la tradition orale sénégalaise au peuple algérien. Oui. Habibou Koli, aujourd'hui, c'est vrai que cette participation s'inscrit dans le cadre d'une symbolique particulière avec la célébration notamment du cinquantenaire du festival justement culturel panafricain de 69. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui réunit l'Algérie au Sénégal dans la mesure où ce sont les pays qui ont donné l'occasion, qui ont été fédérateurs sur ce plan de l'organisation de grands événements à l'échelle continentale. Je citerai à titre d'exemple celui du Sénégal, à savoir le festival justement des Arts Nègres, c'était en 66. Oui, c'est cela. En fait, l'Algérie et le Sénégal ont montré la voie dans le cadre d'une Afrique prospère et unie qui, à travers la culture, peut s'ouvrir au monde, mais aussi à travers la culture peut être une Afrique fortifiée et pour une vue d'ensemble des enjeux de nos différents pays à travers la culture qui nous permet de raffermir les relations. C'est ce qui a fait en fait que l'Algérie a pu inviter le Sénégal et le Sénégal a répondu. Et le Sénégal avait au préalable reçu des designers algériens lors de la biennale, la célèbre biennale de Dakar, biennale des arts. Oui, l'Algérie est connue pour son ambition culturelle. L'Algérie est connue pour la qualité de ces hommes de culture. Nous avons en Algérie des hommes de culture, de grands littéraires, de grands écrivains qui font la fierté de la littérature mondiale. Je ne peux pas dire algérienne ou africaine, mais la littérature mondiale. Et sur cela, le Sénégal aussi est en train de faire des efforts là-dessus. Nous pensons que venir ici répondre présent à cette invitation permettra de raffermir les relations
entre nos deux peuples. Les relations sont excellentes. Mais notre participation va permettre de les raffermir davantage. Et pour être dans l'air du temps, pour parler, parce que c'est vrai que Internet rapproche aussi les cultures et rapproche les nations quelque part et les artistes entre eux, je dirais que c'est vrai que ça va rafraîchir un peu les fichiers dans la mesure où les Algériens ont connu Samen Osman en qualité de cinéaste et écrivain. Ils ont justement dans les manuels scolaires les écrits de Léopold Sédar Senghor. Ce sont vraiment des noms qui pèsent lourd, mais il y a eu toute une génération et des préoccupations nouvelles dans la littérature sénégalaise qui sont mises en valeur ici. Mais bien sûr, nous on essaie de faire venir aussi, de renouveler notre idéal littéraire. C'est-à-dire Senghor, Sembène, David Diop, Cheikh Anta sont déjà connus, mais il faudrait faire la promotion des jeunes. Voilà. Il y a un renouvellement de la littérature sénégalaise. Dans notre délégation, nous sommes venus avec un jeune qui a 26 ans, qui s'appelle Khalil Diallo, qui a écrit un ouvrage intitulé « À l'orée du trépas ». À l'orée du trépas, donc nous avons eu le plaisir de le présenter ici même. Il est là. Il y a une autre dame, Rahmatou Seck Samb, qui fait partie de la délégation, qui a été Grand Prix du chef de l'État pour les lettres au Sénégal en 2017. Excellent. Pour son ouvrage « Fergo tu traceras Testarou ». Ce sont des préoccupations nouvelles que les écrivains sont en train d'interroger. Aussi bien les écrivains connus que je viens de citer, comme les slameurs aussi, sont des préoccupations nouvelles, des thématiques nouvelles qui répondent à l'actualité du temps. En tout cas, c'est vrai, vous me tendez une belle perche pour aller vers notre champion, donc Al Farouk. Bienvenue encore une fois sur le plateau de Canal Algérie. Merci. Voilà, vous avez donc décroché avec brio cette première Coupe d'Afrique du Slam, donc à l'occasion N'Djamena, c'était au Tchad l'année dernière, c'est bien ça. Il y avait une trentaine de participants et vous étiez surpris qu'on vous choisisse, c'est bien cela? Oui. Il faut dire que déjà, je n'avais pas très duré dans le monde du slam. J'avais juste fait une année, tout au plus. Et je suis parti représenter le Sénégal à N'Djamena. Et quand je suis arrivé dans cette foule de talents, je me disais que j'étais là juste de passage et que je vais apprendre quoi qu'il en soit. Mais heureusement, mes textes ont plu. Et l'univers dans lequel j'invitais les gens a été accepté. Et on m'a donné ce prix. Et j'en suis très fier. Oui, ça a commencé par des phrases, des extraits poétiques qui étaient des odes d'amour au début. Et puis après, vous parlez de choses plus sérieuses. Vous entrez dans l'actualité de plein pied dans le texte qui a séduit justement cet auditoire. Exactement. Alors moi, dans mon écriture, j'essaie toujours d'être en équilibre entre les choses parce que je donne plus de place à l'émotion qu'au message en tant que tel. Et c'est en cela que je n'aime pas être catégorisé, catalogué en tant qu'artiste engagé ou pas. Donc je peux écrire sur tout et rien. Et j'ai essayé d'inviter les gens au maximum dans cette démarche littéraire-là. Et j'ai exploré l'amour, j'ai exploré ma Casamance, là où je suis né, au sud du Sénégal. Je les ai invités aussi à découvrir mon ressenti par rapport à l'Afrique, comme elle marche. Et voilà, le dernier texte, par contre, c'était un texte d'amour, mais qui invitait la personne pour laquelle je soupire à venir faire un tour du monde. Donc d'aucuns disent que c'est un texte de géographie poétique. Oui. Et cela a plu. Avec des références diverses, justement, et ça séduit tout le monde. Exactement. Excellent. Ouais. Qu'en est-il du public algérien? Comment vous avez interagi avec votre public ici, avec le son de la kora, justement, qui accompagnait cette intensité verbale? Alors, c'était très aisé pour ma part. D'habitude, je ne joue pas accompagné musicalement parce que le slam, dans ses origines, est un art très a cappella. Mais à Alger, avec le talentueux joueur de kora Baboulaye, cela s'est fait assez facilement, d'autant plus que le public algérois était présent et présent que par le cœur et par les oreilles aussi. Je pense que ce sont les deux qui vont ensemble. Je me rappelle le premier jour après notre prestation, deux jeunes filles m'ont approché, ont écrit sur un bout de papier comme celui-ci et ils m'ont dit mes très chers frères sénégalais, sentez-vous les bienvenus chez nous, Africa Power, et ils ont signé Falia et Selma, quelque chose comme ça. Ça m'a très touché. C'est émouvant ça. Et cela me montre en réalité que quelles que soient nos différences, quelles que soient les géographies qui nous séparent, nous sommes liés par le cœur, par
par l'humanité et c'est très touchant. Absolument. En parlant justement d'expression, c'est vrai que la musique était présente lors de vos slams ici à Alger, aussi là donc d'Alger, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout votre corps vibre lorsque vous slamez, c'est-à-dire qu'il y a des mimiques, il y a de la danse, c'est tous vos membres qui vibrent lorsque vous slamez, c'est très intense. C'est cela en fait, parce que un slammer, ce n'est pas que quelqu'un qui lit un texte, c'est quelqu'un qui l'interprète, qui le vit et qui donne vie au texte en même temps. Et donner vie au texte, c'est faire en sorte qu'il se dissipe dans tout notre corps et que notre corps puisse le ressentir, l'exprimer, afin que les autres le voient, parce que c'est un rendez-vous des sens. C'est en quelque sorte un carrefour entre les arts, de l'oralité, de la scène. C'est entre performance en fait et oralité finalement. Donc c'est très très normal. Est-ce que vous vous sentez un bon descendant de ces ancêtres de griots, donc qui étaient justement dans cette oralité, dans cette littérature plutôt orale et populaire? Ben, je l'espère en tout cas, je l'espère et c'est ce que j'essaie d'incarner dans mes textes. Étant mandingue, qui est une ethnie aussi qui a un rapport très, très fort à l'oralité. D'ailleurs, dans mes textes, souvent je dis que je suis Slamori Touré. Donc cela montre que j'ai un penchant très fort pour l'oralité et j'espère que je l'incarne réellement. Ben oui, puisque vous avez à votre actif un recueil de poésie, donc édité en 2015, mais vous déclaré en fait slammer un peu plus que poète vraiment dans les interviews. Parce que l'écriture c'est très bien, mais à un certain moment on a envie de la sortir des papiers, du bruit imprimé comme disait l'autre et de l'amener sur scène afin que les gens puissent l'avoir de façon instantanée. Je pense que ce partage du spontané là fait que on vit des expériences très fortes et moi j'ai toujours voulu sortir de ce cadre intimiste de ma poésie pour partager cela avec des gens et le slam m'a tendu une bonne perche là-dessus. Oui. El Farouk, vous avez 27 ans aujourd'hui. 26 ans plutôt, 26 ans. Donc vous avez commencé à slammer à 25 ans. Vous avez commencé à écrire à 13 ans. C'est pas mal. Donc, mais là, j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment retrouvé dans le slam. Oui, je disais au sortir de la Coupe d'Afrique dans une interview que j'avais accordée, je disais que le slam est ma voix. Je viens de m'en apercevoir dans le sens où cet état de sérénité, à la fois de sérénité et de tension que je ne pouvais pas ressentir dans l'écriture, ce tiraillement-là, je retrouvais ça dans le slam parce qu'un artiste a besoin d'être tiraillé, a besoin d'être secoué par les choses et je retrouve ça dans ma création et dans ce processus de création du slam et cela me va parfaitement. Excellent. En tout cas, aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous venez de parcourir brièvement l'univers de ce slammer qui nous vient du Sénégal. Il s'agit d'El Farouk, qui est champion d'Afrique et champion du Sénégal en matière. Et on va essayer de clore cette rencontre avec vous, Habib Okoli. Donc, qu'est-ce qui attend le public aujourd'hui? Nous sommes donc mardi. Et qu'est-ce qui attend le public dans le stand du Sénégal? Parce qu'à chaque fois, c'est un programme très riche. Oui, c'est un programme très riche. Nous avons au stand du Sénégal ce mardi 2 rencontres. La première rencontre démarre à 11h sur l'actualité de la négritude. Senghor aujourd'hui, l'actualité de la négritude. C'est pour voir, questionner un peu les problématiques que Senghor avait posées. Est-ce que ce sont des problématiques actuelles ou pas? Voilà, c'est-à-dire que le monde a évolué depuis Léopold Sédar Senghor, ce premier président qui était auteur et père de la négritude. Voilà, il a questionné beaucoup de thématiques, l'art nègre, la musique nègre, l'humanisme, le socialisme libéral et tout cela. Excellent. Donc maintenant, les penseurs vont réfléchir sur cette actualité. Est-ce que c'est en phase avec les enjeux que nous rencontrons maintenant ou les défis du monde que nous rencontrons maintenant? Oui. Ça, c'est une question que nos conférenciers vont essayer de résoudre. Et la seconde conférence qui débutera vers 14h intéresse l'actualité éditoriale. Les éditeurs sénégalais, le titre c'est les éditeurs sénégalais scrutent l'avenir. Comment les éditeurs voient l'avenir avec les défis, les enjeux de l'édition, le numérique, le coût de fabrication des ouvrages et tout. Comment les éditeurs sénégalais appréhendent leur avenir.
Donc voici deux thématiques. Et ça va permettre aussi de voir peut-être des perspectives de partenariats éditoriaux avec des maisons d'édition algériennes, mais voilà, voir un peu les méthodes des uns et des autres. C'est ce qui sous-tend cette conférence-là, pour essayer qu'il y ait interaction entre les professionnels du livre sénégalais et les professionnels du livre algérien, qu'il y ait comment dirais-je, partage de success stories pour que les gens puissent aussi s'inspirer de ce qui se fait de mieux ici en Algérie pour pouvoir développer l'édition au Sénégal. Merci infiniment. Donc à Habibou Koli, je rappelle que vous êtes le coordinateur principal de la participation sénégalaise. On va poser une dernière question à notre champion pour lui dire, est-ce que vous allez encore slammer d'ici la fin du SILA? Oui, on aura une animation artistique le mercredi. Très bien, donc demain? Oui, donc demain. Et je serai très heureux de repartager avec ce public chaleureux mes textes de poésie. Voilà qui a été dit, donc Soumeya, le programme a été donné pour la journée de ce mardi. Et donc je vous retrouverai, je retrouverai Amel Almi certainement demain pour d'autres invités qui vont parler aussi d'activités et aussi riches les unes que les autres. Donc le SILA continue, mesdames, messieurs. J'espère que vous serez nombreux à venir découvrir les tables rondes, les animations. Les enfants sont en force à ce SILA, donc profitez de ramener votre famille et d'aller vers le stand de la gare. Donc ça, c'est un stand assez particulier à investir absolument. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci Radia Boulmaali. Vous étiez donc en direct du Salon international de la SAFEX pour le Salon international d'Alger. Voilà. Nous allons accueillir nos premiers rubricains du jour. Il s'agit de Aïda Mechri et de Nessiba Jaïdir. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Très bien, je vous remercie. Alhamdoulilah. Nous allons commencer avec vous, Aïda, tout de suite après ceci. C'est la rubrique psychologie, vous l'aurez compris, et aujourd'hui vous avez choisi de nous parler des actions de l'organe national de protection et de promotion de l'enfance. Vous en êtes d'ailleurs membre, puisque vous êtes la chef de la cellule de dénonciation relative aux atteintes des droits de l'enfant. On va commencer par le commencement et définir cet organe, Aïda Mechri. J'ai l'honneur. L'organe national de la protection et promotion de l'enfance, c'est vrai que a vu le jour avec la naissance de la nouvelle loi de la protection de l'enfance, relative à la protection de l'enfance. Si je simplifie un tout petit peu mon discours, je dirais que depuis 2015, il y a un texte juridique, il y a la nouvelle loi 1512 qui protège l'enfant, là, qui veille à définir un tout petit peu qu'est-ce que c'est qu'un enfant, de quel âge, le contexte, les situations de danger, quelles sont les modalités d'intervention sur le terrain, comment on peut vraiment aider, protéger un enfant, et à partir de là, qu'est-ce que c'est qu'une protection sociale, qu'est-ce que c'est qu'une protection juridique, comment vraiment dénoncer, comment inviter les gens à comprendre tout ça et puis s'impliquer pour justement comprendre que nos enfants, ils ont besoin d'être protégés. Pas parce que un acte de citoyenneté, pas parce que c'est quelque chose qui nous est propre autant qu'adultes, parents, mais parce qu'il y a une loi qui nous protège et puis il y a quelque chose qui nous avance au devant de la scène pour qu'on puisse justement être comme les pays développés, pour qu'on puisse aider nos enfants à vivre mieux et à s'épanouir et à gagner et puis à s'enrichir et à protéger un peu leur identité. Doit-on apprendre, inculquer aux enfants justement cette culture de la dénonciation ? Alors moi je dirais d'abord, il doit apprendre un enfant qu'il a des droits d'abord. Déjà. Voilà. Parce que souvent, dans les simples situations, aujourd'hui, si à partir de ma pratique et de travail de terrain de la cellule, par exemple, de dénonciation relative aux atteintes des droits de l'enfant, quand on reçoit des appels, alors à quel point on peut dire que l'enseignant avait raison de bousculer un tout petit peu un enfant qui n'a pas bien appris ou qui n'a pas fait le devoir? À quel point on peut
Par exemple, accompagner une maman qui est en train de punir son fils par lui enlever la nourriture et quelque chose qui devient important pour son développement, des loisirs, des activités sportives, tout ça, parce qu'il n'a pas obéi, parce qu'il n'a pas suivi des consignes bien placées, tout ça. Aujourd'hui, dans le simple discours comme ça, comment on peut dire à un adulte, non, là, tu dépasses les limites, ça c'est voulons bien faire. On peut bousiller, on peut bousculer un enfant et des fois il y a un comportement d'adulte qui est mal placé. Il y a des adultes qui ont des pathologies, il y a des déchirements dans les familles, il y a des couples qui sont séparés, il y a des intérêts comme ça autres dans les racines et les histoires de famille transgénérationnelles, là où on a des passages à l'acte, des situations difficiles. Je dirais à quel point on peut vraiment se rapprocher d'un bébé pour le donner à sa mère biologique ou l'enlever de cette maman qui n'a pas la responsabilité ou peut-être la maturation pour pouvoir le nourrir et l'élever. C'est vraiment très très fin. Et à partir de là, il me semble, si on revient juste à la formule de ce qu'on peut appeler ses droits, comment on peut vraiment protéger cette petite plante. Excusez-moi, je reviens un tout petit peu à cette métaphore, c'est juste pour dire, c'est comme on voit une plante, on la protège, on est là, on la soigne pour qu'elle se casse pas, pour qu'elle... Vous aimez les plantes, Aïdam? J'adore, mais un être vivant, mais voilà que l'enfant, il nous semble là, derrière le regard, qui n'est pas conscient, qui ne comprend pas pendant très longtemps. Mais c'est très fragile, un enfant, finalement. Et tout ça, c'est très complexe pour lui, c'est très compliqué, les relations humaines, les relations entre adultes. Vous avez parlé de divorce, c'est difficile à gérer pour un enfant de voir ses parents se séparer. C'est pour ça qu'il faut une réelle prise en charge aussi à ces enfants-là qui vivent dans cette ambiance, atmosphère. Voilà, dans cette atmosphère, j'allais dire, exactement, merci. Vous savez, moi, ce qui me tient à cœur, c'est que pendant très longtemps, dans l'éducation avec nos enfants, il nous a semblé que la phrase dite par les adultes, c'est qu'il est petit, il ne comprend pas. Il nous semble qu'il est petit. Oui, ça revient très souvent. Voilà, il est petit, il ne comprend pas encore ces choses-là. Oui, voilà. Mais en fait, il enregistre. Pas que ça. Il ressent également. Il ressent les choses. Il palpe toutes les émotions. Il sait quand la maman elle est anxieuse, quand le papa il est absent, quand les gens qui l'entourent lui transmettent beaucoup de choses. Alors moi dans le vécu de l'enfant, je n'ajouterai rien. Vous savez, c'est une grande patrie, c'est de l'intelligence, une richesse neurologique, linguistique, l'apprentissage. Ça, on s'est étalé pendant très longtemps pour donner cette valeur à l'enfant. Il le valorisait dans ses compétences, même s'il porte pas à la voix. Mais je reviens tout petit peu à notre manière d'éduquer à nos enfants et faisons très attention que ce petit, quand on le regarde, quand on lui serre la main, quand on lui ouvre la porte et on le valorise, c'est à ce moment-là qu'il va nous rendre ça. Il va valoriser l'adulte, il va apprendre à construire cette estime de soi en lui. Mais vous savez, ça commence d'abord par les b.a.-ba de la loi, les b.a.-ba de l'éducation, les b.a.-ba de ce qu'on on a appris dans la transmission de nos générations. Il faut inculquer les valeurs. Et voilà, mais vous savez, ça arrive comme nos grands-mères le faisaient, hein. C'est pas quelque chose de nouveau, mais probablement qu'aujourd'hui, on cherche juste cette parole qui est ajustée à ce temps moderne, rapide. C'est pour ça, c'est à travers des brochures, des dessins. C'est pour ça que probablement on est un peu plus rapide. Hein. Les enfants, ils ont les tablettes, les écrans, ils captent tout petit peu le dessin animé, ils savent un tout petit peu comment les choses s'installent. Ils posent beaucoup de questions. Beaucoup même. Et ils apprennent des expériences des autres, de leurs camarades de classe. C'est ça la richesse d'un enfant, il apprend vite et il comprend tout. Absolument. Et c'est pour ça peut-être que moi j'invite, et probablement notre présence au Salon du Livre, SILA. Oui, justement, ça nous invite à parler de votre participation à SILA, à la 24e édition du Salon international du livre d'Alger. Je crois que c'est la porte d'entrée là où on a ces familles, ces enfants, les gens qui s'intéressent au texte, s'intéressent aux livres, ils s'intéressent à cette richesse culturelle là où ils viennent découvrir un monde
me semble, si on glisse juste que vous savez, ça c'est votre droit. Il y a un organe national qui protège l'enfant, il y a une nouvelle loi, il y a la journée nationale de l'enfant algérien. Moi je tiens quand même à transmettre cette information que l'organe national a eu l'honneur d'instaurer les festivités de ces événements pour pouvoir dire, il y a le 1er juin, journée internationale de l'enfant, de l'enfant africain aussi le 15 juillet, mais surtout le 15 juillet de l'enfant algérien. Absolument. Que ça, et on doit revenir à instaurer les choses par rapport à nous, par rapport à notre pays, par rapport à nos traditions. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir construire les choses, mais c'est important de pouvoir vraiment se ressourcer pour pouvoir construire les choses de l'intérieur. Et puis ce qui m'étonne un peu, c'est que les gens, ils ont un regard comme ça qui explose. Ah bon, et ça fonctionne, et ça existe, et depuis quand, et c'est pour ça que vous êtes là aussi, pour sensibiliser, pour informer également. Dire que ça existe, dire que d'abord, ce n'est pas comme une administration ordinaire. Dans l'organigramme de la direction, il y a le secrétariat général, mais il y a la direction de la protection de l'enfance, il y a la direction de la promotion de l'enfance, mais aussi le comité permanent de coordination. Et là, je m'arrête pour souligner que le comité permanent de coordination englobe 17 secteurs ministériels qui font partie de l'organigramme de la direction de l'organe national, mais aussi auprès du Premier ministre. Ce n'est pas rien du tout d'avoir des représentants des ministères qui travaillent directement avec l'enfant. Je dirais le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la femme, et je dirais aussi la direction de la Sûreté nationale, le commandement de la Gendarmerie nationale, les affaires religieuses, l'éducation nationale, la santé aussi. Alors tous ces secteurs... Tout le monde est concerné finalement. Tout le monde est représenté par un élément qui est dans ce comité. La déléguée les rencontre et chapeaute ce comité de coordination chaque mois afin de pouvoir justement ajuster un programme national pour pouvoir vraiment coopérer, mais aussi enrichir cette pratique de réseau dont le programme élargi et les activités. Tout ce travail n'est pas rien du tout. Ça permet à une institution de vraiment activer d'autres institutions, mais aussi revenir à quoi? Revenir à quelque chose qui concerne le signalement lui-même, dénonciation de situations, de dangers, là où on peut juste appeler par un numéro vert comme ça pour dire écoutez madame, il y a un enfant qui souffre là, il y a une famille qui se déchire là, il y a un père qui n'est pas conscient, il y a une maman qui ne sait pas faire. Pour encore une fois dénoncer justement, on va annoncer le numéro vert. Hein? On va l'annoncer, le numéro vert. Faites-le. Faites-le. Allez. Moi, je crois que c'est une fierté. Oui. Ben, pourquoi? Parce que si on apporte ce qui existe chez les pays développés, je ne vais pas citer les noms, mais les grandes expériences du numéro pour l'enfant, hein, le numéro là de détresse, là où il peut appeler pour demander du secours. Alors voilà, la nouvelle loi, par un texte de loi, exige qu'il y ait un numéro pour cette enfance, pour la protection de l'enfance, qui est le 1111. Voilà. Ce n'est pas comme ça, du hasard. Le 11-11, c'est justement très facile pour l'adulte. Ceux qui savent lire, le petit enfant, il sait quadrupler le chiffre 1 juste pour avoir un retour de l'appel. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il y en a tellement les numéros verts. Hein. On peut appeler plusieurs directions. Le particulier pour le numéro vert de la cellule dénonciation, c'est que l'identité de l'appelant peut rester anonyme. Donc voilà, le voisin peut dénoncer une situation, mais peut garder l'anonymat de son identité, là où probablement, quand il se rapproche de la police ou du juge des mineurs, où il doit signer un document ou laisser une empreinte. Cette protection permet quoi? Permet de casser les tabous, de sortir du silence, de s'impliquer un tout petit peu, de protéger les enfants, parce que souvent on est dans c'est pas mon fils, ça je n'ai rien à voir, je n'aime pas les problèmes, voilà, c'est loin, c'est pas nous, hein, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les parents, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les voisins, par exemple, surtout les voisins, pas avec les amis en classe, pas avec les enseignants, pas avec les médecins, pas avec, moi je n'exclus personne, vous savez, l'être humain n'est pas parfait, on porte des casquettes de professionnels,
sexuelle, mais on peut se tromper, on peut se retrouver dans des situations difficiles. Mais voilà, dire et dénoncer des situations d'abus, mais aussi après les bonnes définitions de ces situations. Moi, je crois que ça, c'est un grand plus. C'est juste dire, pas un adulte, dire à l'enfant qui peut porter le téléphone pour dire alors mes parents ne vous ont pas raconté qu'il y a un abus sexuel quelque part, que ma mère refuse parce qu'il y a un risque que la famille explose, que ce médecin a fait ça ou cet enseignant a fait ça parce qu'il est protégé par sa blouse blanche ou sa veste. Mais vous savez, aujourd'hui on est là pour protéger cette petite plante. Je reviens à la plante pour dire combien que c'est, si on la casse ou on combien la que c'est plie, fragile justement. voilà, s'il y a un petit mouvement comme ça, elle va grandir, voilà, pliée, pas dans le bon sens, elle s'épanouit pas. C'est comme si on étouffe une plante et on ne laisse pas ces hommes et ces femmes s'épanouir pour vraiment trouver cette force. Vous faites allusion aux valeurs qu'on doit inculquer également à ces enfants. Alors, on doit grandir avec certaines valeurs. Là, je vise, vous me projetez dans tout ce qui peut être promotion de l'enfance, mais protection de l'enfance, moi je dis, il faut qu'on court très vite aujourd'hui. Un enfant qui vend le pain pour gagner du pain, un enfant qui est là à soutenir les mamans pour garder les enfants, un enfant, une fille de 13 ans. En s'exposant au danger, par sur exemple, les voies, sur nos routes. Si on sort juste de la capitale un tout petit peu, on a des filles qui n'ont pas le droit de terminer leurs études parce que l'école est un peu loin, que le papa refuse un tout petit peu ce droit d'être scolarisé, c'est le droit de participation, le droit de non-discrimination. Les grands principes de ces droits, il faut qu'on revienne de force parce qu'aujourd'hui, la couleur, le teint, le langage, là, il faut qu'on travaille dessus. Un enfant qui a un handicap particulier, qui a besoin d'être soutenu, d'être écouté. La différence nous invite aujourd'hui à l'inculquer, à la construire avec l'autre. Mais c'est vraiment un monde de co-construction, là où on s'expose à travers juste un appel téléphonique. Pas que ça. Il y a le site web aussi, il y a la page aussi, où je lance comme ça signalement @omppe.dz ou par exemple www.omppe.dz. Je reviens aussi à l'accueil au niveau du local de l'organe national, là où les gens ils ont besoin d'être écoutés, dénoncent des situations qui peuvent englober tout petit détail qui peut toucher à l'enfant lui-même. Et on rappelle que vous êtes à la SAFEX justement en ce moment, au salon du livre d'Alger, pour continuer justement à informer les parents, les enfants, à sensibiliser quant à la question de la protection de l'enfance. Tout à fait, tout à fait. Plus que ça, gagner un tout petit peu les gens, mais aussi voir les artistes, les écrivains, les musiciens, les gens qui œuvrent, chacun dans son coin pour le petit enfant, mais voilà, coopérer ensemble pour enrichir le programme et travailler ensemble. Il y a une grande réceptivité au niveau du salon. Alors écoutez, c'est un monde fou. Le bien, c'est qu'aujourd'hui, on a compris qu'à travers le petit message flyer, les dessins, tout ça, on peut gagner beaucoup d'enfants. Je remercie tout le mouvement associatif aujourd'hui à travers les visites des écoles, les familles, les grands responsables aujourd'hui qui s'inclinent, qui sont là, qui écoutent, qui participent. Moi, je dirais que c'est un grand pas, mais c'est un honneur aussi. Ils travaillent aussi en étroite collaboration. Ah, absolument. Il y a une grande coordination qui se fait entre vous. Moi, je fais, tu sais, j'ai eu la chance de travailler sur pratique de réseau, mais je tisse les petits nœuds comme ça aujourd'hui pour gagner encore d'autres professionnels qui n'ont pas l'information, mais aussi pour les gagner, leur transmettre l'information, dire juste qu'on existe, qu'on est là, que c'est différent et qu'on peut coopérer ensemble pour le bien de l'enfant. Et ça passe un travail d'information en fait. Exactement, Nessiba. Et puis ça passe aussi, vous gagnez aussi les enfants à travers ces jeux didactiques, ces ateliers qui sont organisés au niveau du SILA, le SILA aujourd'hui, qui intéresse aussi les petits. Il y a énormément de publications pour les enfants. Il y a énormément, la dernière fois on avait reçu Dr Sied qui est chirurgien dentiste et qui a publié un livre, ça s'appelle Les aventures de Petit Dent et c'est un livre qui est consacré aux enfants pour leur apprendre à se brosser les dents, à les sensibiliser encore une fois quant à la question de l'hygiène bucco-dentaire.
par exemple, mais moi je reviens à notre activité aujourd'hui. Il y a l'artiste Pipo qui invite un tout petit peu à travers le jeu, à travers l'activité de clown aujourd'hui, de simplifier justement la promotion des droits de l'enfant. On reste vraiment très proche de quelque chose qui est très très complémentaire. Il y a mardi après-midi grande activité sur la placette comme ça du Safex et je dirais marhaba pour tous les enfants qui seront intéressés et puis les mamans qui veulent offrir un cadre différent, un cadre enrichissant pour leurs enfants. Voilà, merci beaucoup Aïda Mechil. Merci à vous. C'était fort intéressant, merci. On passe tout de suite à la rubrique Mosaïque, tout de suite après ceci. Comment ça va? Très bien, je vous remercie, ça va. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de parler d'une artiste peintre, Amina Aïd-Ziane, qui est autodidacte, qui expose en ce moment à l'Institut italien, n'est-ce pas? L'Institut culturel italien, tout à fait. Alors, le coup de cœur de cette semaine pour la rubrique Mosaïque, est parti en direction d'Amina Aïd-Ziane, qui est une jeune artiste qui démarre sa carrière artistique. Elle est étudiante à l'université de Blida. Elle est étudiante en Master 2. Elle a la spécialité elle a choisie, c'est traduction de l'anglais vers l'arabe. Donc elle s'est spécialisée. Et là, lentement mais sûrement, j'espère qu'elle va y arriver. Elle fait ses premiers pas dans le monde, sur la scène artistique, je dirais, mais algérienne, mais quand même, elle a une grande visibilité, elle a une petite visibilité, une grande visibilité, je dirais, Inch'Allah, pourquoi pas, de l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'elle a déjà exposé... représenté l'Algérie plusieurs fois à l'étranger. Oui, elle a exposé à 2 reprises au niveau à Paris, à l'Institut du monde arabe, et elle a exposé aussi en Turquie, dans 2 galeries d'art. Elle a participé avec 2 ou 3 toiles. En fait, c'est quand même pas mal, hein, à 28 ans, on expose déjà, on a une visibilité en Algérie et d'autre côté de la Méditerranée. En fait, elle a été repérée sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, et puis on a repéré un petit peu ses travaux. C'est exceptionnel, surtout qu'elle est autodidacte. Oui, elle est autodidacte. Elle n'a pas été malheureusement, elle voulait faire des études à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Malheureusement, peut-être la psychologue, Aïda va nous dire un mot, on l'a pas laissé faire ce qu'elle voulait, en fait. Ses parents, son papa notamment, vraiment ne voulait rien savoir. Il n'est pas question pour toi, Amina, d'étudier à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Il s'est braqué et finalement, mais toute seule, elle est arrivée quand même à faire son petit bonhomme de chemin. Elle a étudié donc à l'université de Blida les langues, mais en fait, elle avait vraiment envie de rentrer, de faire des études au niveau de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Donc là, elle expose depuis pratiquement une semaine à l'Institut culturel italien. Et c'est dans le cadre de la 19e édition de la semaine de la langue italienne dans le monde. Il y a eu un vaste programme, un riche programme qui a gravité en fait autour de cette semaine, de cet événement culturel, je dirais. Il y a eu des spectacles, il y a eu des conférences et elle a été choisie aussi pour exposer. Et le titre de son exposition, c'est, le titre générique de la 19e édition, c'est l'italien sur la scène. Donc elle a travaillé, sa thématique c'était autour du théâtre, c'est le titre générique de son exposition. Le langage théâtral en peinture également. Tout à fait. C'est le titre générique de son exposition. De son expo. Si vous voulez, on va découvrir tout de suite l'expo. Oui, si vous voulez, puis on rebondira tout de suite après pour parler de son parcours, de ses projets, pourquoi pas. Très bien, allons-y. À ciel ouvert, pinceau en main, elle se laisse guider par sa passion. En cette matinée d'automne, Amina Aïd-Ziane semble bien inspirée. Elle profite d'un moment de libre pour peindre. Sur une toile largement entamée, cette jeune artiste autodidacte donne libre cours à sa créativité. En fait, toutes les occasions sont bonnes pour avancer dans l'un de ses projets artistiques.
Dans le jardin de l'Institut culturel italien, où elle expose depuis une semaine, elle se laisse guider par sa ferveur artistique. Je suis en train de peindre une voiture ancienne, une voiture de drift pour un projet, Inch'Allah, bientôt, exposition pour le sport mécanique, ici en Algérie. Je m'en profite ici dans le jardin pour m'inspirer, pour travailler sur une nouvelle toile. En fait, cette toile, j'utilise une technique mixte, huile et acrylique. Donc je suis en train de remplir l'arrière-plan avec de la peinture acrylique. « 45 toiles spécialement pour cet événement. J'ai voulu peindre des scènes théâtrales, par exemple Les Misérables, Roméo et Juliette, et aussi j'ai voulu représenter le genre d'art performé sur le théâtre, dans le théâtre, par exemple la danse, les marionnettes. Cette passion qui vit en elle, Emina a voulu la partager dans cette exposition. Depuis sa plus tendre enfance, elle est attirée par le dessin. Au fil du temps, elle évolue vers la couleur. En contact avec la matière, cet artiste peintre travaille exclusivement à l'huile. Une peinture qui lui offre une richesse de tons et une intensité de couleurs. Cette jeune artiste a rempli mon regard d'enthousiasme par le biais des couleurs utilisées et surtout du mouvement. Cette exposition qu'on a accueillie avec grand honneur et plaisir, cette jeune artiste a donné une grande représentation donc, de la scène du théâtre, de la scène de la danse, par une explosion de couleurs et de mouvements. Notre volonté est celle toujours de travailler dans la coopération entre les deux pays, l'Italie et l'Algérie. Chacune de ces toiles est une nouvelle aventure. Une aventure dans un univers où se mêlent le rêve, l'imaginaire, la poésie et l'évasion. Lentement mais sûrement, elle essaye de se frayer un chemin sur la scène artistique. Voilà, très belle exposition proposée ce matin par Nessiba Jaïdir. Ça s'intitule Le langage théâtral en peinture. C'est l'exposition de Emina Eitzien. Et c'est à l'occasion, on le rappelle Nessiba, de la semaine de la langue italienne dans le monde, qui est une initiative qui est promue à partir de 2001 par le ministère des Affaires étrangères et la coopération internationale italienne. Alors, belle expo, elle a beaucoup de talent, l'artiste. Pourtant, son papa ne voulait pas. C'est un talent prometteur. Qu'elle fasse donc l'école des Beaux-Arts d'Alger, hein, Aïda.
Encore une fois. Moi, je dirais impressionnant pour la simple raison que regardez l'empreinte de chacun de nous. Il y a des... Voilà, c'est la richesse de l'enfant. Ouais. Quand on a un don dans l'écoute, l'oreille musicale ou la peinture, c'est cette main qui s'est tracé le fil comme ça, ou le travail manuel minutieux, hein, c'est des compétences, la motricité fine. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça la différence et la richesse de l'être humain, mais aussi la richesse de nos enfants. Absolument, et probablement les éducateurs, les personnes formées, les personnes proches qui savent palper ces compétences, guident un peu et balancent les stars, que ce soit dans le sport, l'activité. Chaque enfant, il a quelque chose, il a un fil comme ça qu'on peut capter. Absolument. Mais après... voilà, nous donne l'exemple qu'elle peut réussir. Hein. L'un n'exclut pas l'autre. Les médecins qui chantent et les peintres. J'ai reçu dans la rubrique Mosaïque, on a eu l'occasion de recevoir des médecins, des économistes, des avocats qui sont aussi passionnés de peinture, en fait, tout comme notre jeune artiste qui est vraiment passionné. Toute jeune, si vous permettez, je vais retracer un tant soit peu son petit parcours. Oui, mais vous êtes là pour ça. Voilà. J'ai donc à l'âge de pratiquement, depuis sa tendre enfance, je le disais dans le reportage, elle était vraiment très intéressée par le dessin. Donc elle suivait comme tous les enfants. Ça a commencé par des gribouillis. Ensuite, petit à petit, elle a commencé à affiner son dessin. Elle reproduisait des dessins animés, pas mal de choses. Et puis à l'école aussi, c'était l'illustration de ses cahiers de dessin en récitation. Et ses camarades étaient là, lui demandaient, d'après ce qu'elle m'a raconté, Amina, et venaient lui demander même de le faire des petits tatouages. Hein. Alors un petit papillon, un petit camarade de classe. Oui, ses petits camarades de classe, que ce soit les filles ou les garçons. Ils l'ont repéré, tout à fait, ses profs de dessin. Donc là, elle s'amusait à faire des petits tatouages. Alors une fois, c'est un petit papillon, un petit cœur. Et c'était vraiment trop mignon, j'imagine. Et petit à petit, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Elle s'est intéressée à la calligraphie arabe. D'ailleurs, quand elle a exposé à l'Institut du monde arabe, elle a été sollicitée pour exposer. Elle a exposé la calligraphie arabe. Donc elle a vraiment, c'est le trait élancé. J'ai pas eu l'occasion. J'ai vu une de ses œuvres, une seule œuvre qui était exposée hors exposition au niveau de l'institut, de la salle d'exposition. Mais franchement, elle a du talent. Donc elle a versé un petit peu dans la calligraphie un certain temps. Et puis bon, elle a eu à exposer aussi. Donc je l'ai dit tout à l'heure. Bon, voilà, on voit quelques-unes de ses œuvres. Et là, elle s'est intéressée, elle a mis en scène un petit peu ses émotions. Là, c'est Charlie Chaplin, un icône du cinéma muet. Et puis, il y a d'autres peintures aussi. La thématique, c'est le théâtre, donc forcément, on voit des masques, elle a reproduit aussi en dessin des scènes. Elle est passionnée de théâtre, oui, il y a la danse, il y a le mouvement, il y a les clowns, il y a les marionnettes aussi, tout ce qu'on voit. L'éternel. Oui, et puis elle a touché à plusieurs pays aussi. La culture, il y a une diversité de cultures, la culture asiatique, il y a aussi la culture européenne. Et là, dans des expositions pareilles, c'est toujours, il y a une diversité, il y a l'échange, il y a le dialogue, et c'est ça, c'est le partage aussi. Hein. Elle a fait un travail de recherche aussi. Hein. C'était pas évident de monter une exposition en 45 jours. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez suivi le reportage. Elle était au début. Elle travaillait. Le temps, c'est de l'argent hein, pour elle. Timing is timing. Donc là, elle était en train de peindre entre un visiteur et un autre. Il y a un petit temps de pause. Elle était dans le jardin en train de peindre une toile. Et qu'est-ce que vous avez remarqué sur la toile ? Si vous êtes observateur, allez les trois, vous allez me dire. Matricule de. Oui, une voiture. Une voiture. C'est ça, exactement. Vous n'étiez pas étonné? Il n'y a pas un petit décalage? Si, on la voit, on se dit, tiens, elle est en train de peindre une voiture, on s'attend à avoir une exposition ayant pour thème la voiture sport mécanique, on va pas. Et puis là, on découvre, c'est autre chose, c'est le théâtre. Elle était en train d'ores et déjà, elle se prépare à une autre exposition. Là, on est en train de voir une image. C'est une des toiles qu'elle va exposer dans pas longtemps, dans un mois, au Cercle France Fanon, que dirige et anime Omar Khital, qu'on a eu le plaisir de recevoir la semaine dernière.
et qui l'a accompagné au saxophone cette fois-ci pour son exposition. J'allais dire, il est venu sans saxophone. Saxo, oui, mais il a accompagné voilà, il a accompagné l'artiste. L'artiste le jour du vernissage au saxophone. Ouais. Et là, elle prépare une exposition consacrée au sport mécanique. Alors, elle va exposer en duo avec un photographe. Alors lui, donc ça avec sera ses photographies, l'artiste, le photographe avec ses photographies. J'ai pas son nom de tête. Ismaël. Bon, je vais le retrouver dans un petit moment, je vous le dirai. Ouais. Il va exposer ses photographies et elle, en photo, elle va reproduire des photos. Et elle est aussi fan. On a vu une BMW. Ouais. Elle est fan de voiture. Oui, de voiture. Ouais. Elle a acheté une voiture d'occasion. Elle a donné à réparation. Pour la retaper. Et voilà, pour la retaper, en faire aussi une voiture de collection. Oui, voilà. Elle est fan de voitures de sport mécanique. Voilà, merci beaucoup Nassiba Jadir. Je vous en prie. Peut-être qu'il vaudra dire quelque chose. Elle a été repérée sur les réseaux sociaux. Ah oui. Qu'est-ce qu'on disait alors? Donc voilà, ça reste toujours une belle vitrine, les réseaux sociaux, justement pour ce genre d'artistes, et surtout ce genre de dons. Et c'est magnifique justement de l'avoir s'émancipé dans son domaine. Grâce justement à une ouverture du numérique, on va dire, qui lui a offert une opportunité d'être découvert. Exactement. Alors aujourd'hui, thème du jour pour vous, Nafa Mezari, c'est les applications qui facilitent notre quotidien par rapport à l'hygiène de vie et par rapport au bien-être. C'est ça, donc les nouvelles technologies ont favorisé l'arrivée et le développement de nombreuses applications, bien évidemment, qui facilitent notre vie. Et ces applications peuvent avoir différentes fonctions, telles que les jeux, les réseaux sociaux, les loisirs également. Mais celles qui nous intéressent aujourd'hui sont les applications qui sont efficaces pour tous les jours, qui peuvent nous aider au quotidien. Nous allons donc présenter quelques-unes avec vous, Nafa Mezari. Oui, en fait, parmi d'entre nous, nombreux sont ceux qui manquent de temps, justement, que ce soit pour aller à la salle de sport ou pour aller voir justement un nutritionniste, on ne se sent pas bien. On sait qu'on a de mauvaises habitudes, on va dire une mauvaise hygiène de vie. On est stressé, on n'arrive pas à dormir. Je pense que je suis en train de refléter le quotidien de beaucoup de gens d'entre nous. Et justement, le numérique a apporté sa touche, on va dire, en matière d'amélioration de cette hygiène de vie, en matière de bien-être. Et c'est à travers nos smartphones, justement, qu'on retrouve ça. On ne peut pas vivre sans nos smartphones, finalement. Ça devient indispensable de plus en plus. Et maintenant, ça devient aussi des coachs personnalisés, des nutritionnistes qui vont nous suivre pratiquement dans notre poche. Ces smartphones, comment ils vont nous assister? Eh bien, avec les applications dont on va parler, justement. Il y a des applications qui vont nous aider à bien manger, à mieux manger, mieux choisir ses aliments. Donc, découvrir de nouvelles recettes qui sont bien évidemment bien pour notre santé. Surveiller sa consommation calorique, donc à travers ces applications, on va pouvoir à chaque fois rajouter les aliments qu'on a consommés ou avant de les consommer, savoir quelle, on va dire, valeur nutritionnelle elles ont, ces aliments. Donc pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va consommer, c'est bien aussi pour des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques comme les diabétiques et tout, qui vont surveiller de mieux en mieux leur glycémie à travers ces applications. Ça va les rappeler peut-être il y a des rappels aussi pour boire de l'eau, s'hydrater, prendre son médicament. Encore hormis l'alimentation, il y a aussi maintenant des applications pour nous rappeler de boire un certain nombre ou peut-être un certain objectif d'eau pour éviter la déshydratation. Beaucoup d'entre nous aussi se sont retrouvés en fin de journée et se disent « mais j'ai rien bu aujourd'hui » ou peut-être je n'ai pas assez bu. Ça atteint bien sûr notre fonctionnement. Moi je l'ai cette application parce que je ne bois pas beaucoup d'eau. En fait, j'oublie de le faire. On est débordé. J'oublie de le faire, sérieusement. J'oublie de le faire, donc ça m'aide beaucoup cette application. Ça me permet de me rappeler de prendre de l'eau à chaque fois. Ça peut paraître simpliste, mais vraiment c'est efficace puisqu'on a pratiquement chaque une demi-heure, chaque heure, un petit rappel sur notre smartphone pour boire un verre d'eau.
C'est un réflexe parce qu'on est justement submergé par le quotidien et par conséquent, on se retrouve à oublier juste à prendre un verre d'eau comme tout le monde. Et là, on va se retrouver déshydraté en fin de journée, ce qui n'est pas bien aussi. Oui, alors qu'il y a une quantité d'eau à boire par jour. Un minimum, exactement. Un minimum entre 1,5 litre et 2 litres. Ce qui n'est pas évident à accomplir justement quand on s'oublie durant la journée. Bah oui, ça nous permet d'améliorer. Boire d'un trait 1 litre d'eau ou 2 litres d'eau, c'est pas évident. C'est pas évident. D'où l'importance de l'application pour boire et nous faire rappeler. Exact. Ça nous permet d'améliorer notre quotidien, faciliter notre vie et puis permettre d'avoir un certain bien-être aussi. Tout à fait, puisque hormis qui dit alimentation, dit aussi activité sportive. Et là, bien sûr, aussi beaucoup d'entre nous souffrent du manque de temps pour aller en salle de sport ou peut-être la tranche horaire, on va dire, où on est libre. On n'a pas, on va dire, la possibilité d'aller en salle de sport. Et là aussi, le numérique a apporté sa touche en offrant des applications justement de sport, d'exercices qu'on peut justement faire à la maison ou faire dans un espace réduit. Et ça devient aussi des coachs personnalisés de sport puisque beaucoup d'applications sont disponibles et peuvent justement, on va dire, offrir pratiquement une salle de sport à la maison tout en suivant son smartphone comme on le voit sur ces images. Donc c'est des mouvements simplistes. Même le nombre de pas, vous pouvez faire ça dans le bureau, du sport dans le bureau. Je veux dire, voilà, tout à fait. Vous êtes très active, vous êtes une femme très active. Il n'y a pas que ça, mais j'ai envie juste de lui dire que cette application d'eau, si vous parlez de ça, moi, elle me rappelle l'heure. Je dis, c'est déjà 11 heures. C'est déjà, donc c'est double fonction. Et le verre d'eau, mais aussi ce phénomène de répétition et d'installation. C'est comme on instaure le temps. On est en train de... Alors pour moi, ça serait plutôt, il est déjà 11 heures et j'ai rien bu. Je sais pas, une goutte depuis ce matin. C'est ça le double fonction. Alors, double fonction. Il y a une application, permettez-moi aussi de juste vous demander, il y a une application aussi concernant le nombre de pas qu'on fait quand on marche. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle des podomètres. On appelle des podomètres. Bon, c'est des applications qui sont pratiquement intégrées sur tous les smartphones, qui sont aussi connectées avec nos montres intelligentes maintenant. Donc en fin de journée, les smartwatches. Donc en fin de journée, on a pratiquement tous les pas qu'on a marché. Et là, on va savoir est-ce qu'on a été actif ou pas durant la journée. Absolument, ça comptabilise le nombre de pas. Et puis bon, pour ceux ou celles qui ne peuvent pas faire du sport, qui n'ont pas le temps de faire du sport, donc on fait ça reste une activité, c'est la marche. C'est important de marcher au moins 30 minutes par jour, faire de la marche. 30 minutes, voire justement entre 6 000 à 8 000 pas, ça représente quand même 7 à 8 km par jour. On peut l'effectuer éventuellement sur du plat comme pendant notre activité quotidienne au travail. Ne serait-ce qu'au travail. Alors la smartwatch, c'est impressionnant parce que j'avais lu un truc sur internet une fois, un monsieur qui faisait son jogging avec un ami et donc à un moment donné, sa smartwatch indiquait que son pouls n'était pas normal. Était anormalement élevé. Voilà, donc c'était en France d'ailleurs, il a été à l'hôpital pour dire voilà, ma montre indique que mon pouls n'est pas normal, je m'inquiète un peu. Ils lui ont fait les examens qu'il fallait et à ce moment-là, ils lui ont dit « Monsieur, on doit vous garder parce que vous êtes en train de faire un AVC. » Carrément. Oui, et ça lui a sauvé la vie. Ces smartwatches ont l'option justement de capteurs de rythme cardiaque puisqu'elles sont connectées directement avec notre pouls. Et justement, ça peut sauver des vies ainsi. Ça, c'est une anecdote, mais c'est aussi une façon de surveiller son rythme cardiaque, surtout pour des personnes qui ont justement des antécédents dans la famille en matière de maladies cardiovasculaires. Alors, Nafa, peut-on faire confiance à ces applications? Ces applications, alors, c'est clair que ça a l'air alléchant de voir tout ce qu'on est en train de dire justement, mais il y a certains avantages comme il y a certains inconvénients. Les avantages de ces applications, on va dire, ou de ce mode de vie, et bien sûr la gratuité de ces applications, puisque pratiquement sur n'importe quelle, on va dire, plateforme d'application, on peut retrouver ce genre d'applications gratuitement. Elles sont faciles à installer, faciles d'accès, utilisables facilement justement, puisque tout est pratiquement illustré en images et en vidéo, donc c'est très facile à utiliser. Il y a des mises à jour régulièrement en matière d'information, donc
c'est vrai qu'on peut checker sur Internet par-ci par-là, mais avoir une application qui contient toutes les informations et qui est régulièrement mise à jour, peut être bien aussi. Donc, sans parler du fait que c'est la proximité, donc c'est dans notre smartphone, donc pratiquement on fait tout avec notre smartphone et on a ces assistants en matière de bien-être sur le même périphérique. Bien sûr, il y a des résultats par rapport à tout ça, donc c'est pour ça que ce genre d'application connaissent un boom et tout. Après, il y a des inconvénients aussi, puisqu'il n'y a pas de suivi réel. C'est-à-dire quand on est en face à une application où on est en train de chercher sur certains animaux, sur certains mouvements, on n'a pas une personne en face, c'est-à-dire c'est une application qui va nous proposer du contenu, on va dire, fixe. Voilà, donc pas de personnalisation aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui nécessitent, on va dire, certains mouvements, peut-être une certaine hygiène de vie qui ne correspond pas exactement, puisque c'est du contenu gratuit, automatiquement c'est généralisé. Donc l'information est déjà limitée, puisque pour accéder peut-être à des informations plus pertinentes, on devra payer. Et ça, on va dire que c'est une autre facette de l'application, justement. Voilà, donc il y a certaines applications, par leur gratuité, proposent aussi des publicités à tort et à travers, donc ça peut aussi être encombrant pour nous en matière d'utilisation. Et reste bien sûr que ces méthodes restent implombées et ne pourront jamais remplacer les méthodes classiques, à savoir partir à la salle de sport ou consulter un médecin. Voilà. C'est comme si dans ce que vous apportez, même si la machine elle est performante, l'âme et l'être humain restera toujours le source de tout désir. Hein. Ça me fait rappeler un peu l'éducation thérapeutique pour les malades diabétiques. On a beau instaurer les applications, elles sont là, bien. Il y a quelque chose dans le verbe, dans le lien qui fait qu'il faut motiver, rassurer l'individu, l'inviter vraiment à vivre les choses. Le contacte humain est très important, bien sûr. Voilà. Ça reste un ils ne vont pas remplacer justement les méthodes classiques, mais ils vont apporter un plus. Ces applications vont apporter un plus. Elles vont nous aider à mieux nous organiser aujourd'hui, à mieux gérer le quotidien. Et puis on peut pas, il faut pas se mentir, on peut plus vivre sans nos smartphones. Donc ça nous aide énormément, mais ça ne remplace pas. Ça ne remplacera jamais. Il faut rappeler l'importance de consulter un avis médical ou un professionnel dans le domaine, bien sûr, de pratiquer une activité régulière, que ce soit en salle ou en groupe, surtout en plein air, c'est encore mieux que de rester cloîtré dans un espace. Et bien évidemment, dans la mesure du possible, il faut aussi dire que l'apport de ces smartphones ou de ces applications est notable et facilite considérablement notre qualité de vie, surtout quand on manque de temps, avec le rythme de vie qu'on a entre les transports, le travail, les responsabilités. Donc on manque cruellement, on va dire, de temps, et ces applications apportent leur soutien justement à ce genre de quotidien. Voilà, merci beaucoup Nafa. Je vous en prie, j'espère que ça a été utile, que ça sera utile pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup les amis. Merci à vous. J'aurai plaisir de vous retrouver donc mardi prochain. Quant à nous, on va apprécier une chanson, celle de Warda al-Jazairiya, Biladi Uhibbuki. أحبك فوق الظنون بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي يا بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي عشقت لأجلك كل جميل عشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي
فوق الظنون إنني أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي عشقت لأجلك كل جميل عشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي في كل وادي Voilà, très belle chanson de Ward El Jazairi, Ya Biladi Uhibbuki. Justement, le 1er novembre dernier, nous avons célébré le 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. C'est l'occasion de revenir sur le parcours de ces femmes et de ces hommes qui ont tout donné pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Nous avons d'ailleurs le plaisir d'accueillir ce matin la grande Moudjahida Horia Toubel qui, elle aussi, aime beaucoup son pays, elle a fait son parcours est rempli de sacrifices justement. Horia Toubel, nous allons revenir sur son parcours de combattante, un parcours héroïque et noble, symbole de la femme résistante. Horia Toubel dit que l'aura de la femme en Algérie a auréolé la révolution algérienne, assumant parfaitement son rôle de pilier de la société. Madame Toubel, bonjour et bienvenue à vous. C'est un plaisir que de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie ce matin. Merci. بونجور وصباحكم بالخير. مرحبا بك. بكم يعيشكم وانا البليزير اللي شفتكم وان شاء الله بالنصر للجزائر. اللهم امين ان شاء الله. ان شاء الله دخلت عليكم حوريه كما في الثوره. نبدلوا الاسم لاي انسان بصح انا كي طلعت قالوا لي كيفاش اسمك؟ اسمي حوريه. قالوا جاتنا الحريه بس هذه بشارة تاع الجزائر جات الحرية وإن شاء الله دخلت لكم الحرية والنصر الأول للجزائر والجزائر فوق كل شيء. Inch'Allah, Yatek Saha, Madame Toubel. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur votre glorieux parcours et nous allons commencer par le commencement. Oui. Vous avez commencé au début de 1900, tout a commencé, j'allais dire, au début de 1957, l'année durant laquelle vous avez rejoint le maquis. Vous avez été infirmière au maquis, oui. Fille de Shahid également, arrêtée lors des manifestations du 8 mai 1945 et portée disparue également. Vous aviez à l'époque 5 ans. Oui. Vous êtes né en 1939 et vous avez grandi avec ces valeurs de fraternité et de nationalisme. Parlez-nous tout d'abord des conditions dans lesquelles vous avez rejoint le maquis en 1957. Eh ben, le maquis, c'est la révolution dans le 1945. C'était pas une révolution, c'était une demande. C'était une demande dans الاستقلال تاع الجزائر. Et comme la France elle a jamais reconnu, le premier Figelma c'était mon père. Mon père c'était quelqu'un qui donnait beaucoup pour l'Algérie. Même Bombo l'Aïd ou هذيك الكل ils étaient chez lui. Alors c'est normal, la France, il était le premier à fusiller. On ne sait même pas s'il était fusillé
والله كما يقولوا لنا في اللاشو والله ما Il a été porté disparu justement. Le Dork, oui, disparu. Le Dork, mais on ne sait même pas où la mort de notre père. Alors, le grand, il avait 12 ans et le petit, il avait 3 mois. Imaginez-vous qu'il fait نكبروا 7 أولاد. À chaque fois, نهضروا avec notre mère, تقول لنا votre père il est mort, votre père il est disparu. Et par qui? Par la France. C'est ce qui a motivé un petit peu justement cette conviction pure que vous avez, avec laquelle vous avez rejoint le maquis pour trouver peut-être des réponses à cette question, cette question existentielle pour vous, celle de la disparition de votre père. Oui. Pourquoi il est mort? Comment il est mort? Oui, oui. Heureusement, notre père est comme ça, mais notre mère, elle nous a tout donné. Elle nous dit voilà. Et comme Gelma, elle était victime, Gelma Stef Kharrata, toutes les femmes de ces régions, ils ont tenu pour leurs enfants. Oui. Ils ont battu pour leurs enfants. Oui. Pour que leurs enfants rejoignent leur père. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Tous les gens, t'as le 8 mai 45, c'est des révolutionnaires. Oui. Pourquoi? Pour leur père, pour leur pays. Et pour eux, ils doivent mourir pour l'Algérie. Et vous avez rejoint le maquis très Et c'est comme ça, nous, la révolution, quand عندنا في الدار. Oui, tout à fait. C'était des valeurs qu'on vous inculquait. Voilà. Les moujahidines et tout, ils sortent de chez nous. Tout à fait. Et vous avez rejoint le maquis très jeune, justement. Vous étiez encore à l'école lorsque on vous a demandé de la paperasse pour vous délivrer la nationalité française. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de quitter les bancs de l'école pour rejoindre le maquis afin d'apporter votre contribution à la guerre de libération nationale, Madame Tobel. Oui. Dès qu'ils ont commencé la paperasse pour délivrer la carte d'identité, les cartes d'identité, ils étaient tous nationalité française. Exact. Voilà. Et bien, c'est là où j'ai décidé de ne pas faire la carte nationale française. Et c'est là j'ai pris le maquis. C'est là, très jeune. C'est là, très jeune. Ouais. Et votre maison familiale était un centre de transition de Moudjahidine dans la ville de Galma. Vous effectuez donc des traversées au maquis pour approvisionner les Moudjahidines jusqu'au jour où vous faites la rencontre de Amal Shtaibi. Oui. À qui vous manifestez donc votre volonté de rejoindre les troupes de l'ALN. Oui. Racontez-nous comment que ça s'est passé. Avant, on rencontrait tous les responsables de Moudjahidine, mais ce jour-là, le jour où j'ai pris le maquis, le premier que j'ai rencontré, c'était Ammar Shtaibi. Et comme les parents, Tissalat, ils ont dit, Ammar, voilà, notre famille, elle est visée, pour que nous. Mais أنا قلت لهم non. درت لسي عمار قلت له non. أنا حابة نموت كيما مات بابا. ما نزيدش نشوف فرنسا ما نزيدش. قال لهم ستوب. في الغاست. Et c'est là où j'ai commencé mon chemin. Vous étiez infirmière à l'époque? Oui. Et c'est là où ils m'ont mis comme infirmière. Moi, je ne connaissais pas l'infirmerie. Qu'est-ce que c'est là? Le corps médical, je le connais, mais pour pratiquer, non. Pour pratiquer, non. Et pourtant? Et voilà, Anna, pourquoi je parle comme ça? La vérité, pour que je dise à ces jeunes, soyez, je le redis, soyez corrects pour votre pays. Soyez
صادقين. Oui. صادقين pour votre pays. Quand on est صدق, Rabbi va nous offrir tout. Et on est en train de voir votre photo justement quand vous étiez au maquis. Très belle photo. Voilà. Madame Tobal. Oui. Oui, c'est ma photo et c'est ma tenue. Et c'est mon arme. Voilà. Très émue, Madame Tobal, c'est normal. Vous avez rencontré de grands révolutionnaires également. Vous avez été auprès de... Vous êtes battue auprès de Mariam Bouatoura. Oui, également. Oui. Après, avant, je vous raconte le صدق. Pour les jeunes, je parle ça aux jeunes. Moi, je l'ai passé, c'est un passé. Mais, les jeunes, quand ils m'ont mis devant l'infirmerie, où ils m'ont ramené un blessé. C'était à Azaba? C'était à Azaba, oui. C'était à Azaba. Où le blessé, c'était l'accrochage de Mermoura, près de Guelma. Oui. Et j'étais moi avec Ammar Ch'taibi. Il y avait Tahar Dahmoun, il y avait Ali Gounou, il y avait Saïd Hasran, il y avait Mohamed Louharani, il y avait Ammar Ch'taibi. Et moi, j'étais avec Ammar Ch'taibi. Et c'est un accrochage qui a duré 24 heures. À Guelma, où d'ailleurs il y a toujours الطيارة اللي طاحت باش نحكي لكم شوية. كان هدايا جون بيير جا demanda pour qui viennent en Algérie volontaire كيما حنا دي volontaires contre volontaires. Eh ben قال لهم سي موا لي هاد البتي فلوس نحيه احنا مسمينا لي بتي فلوس. Eh ben il y a eu هاد l'accrochage و l'accrochage هذا il a duré 24 heures قلت لك. بدا من هنا ومن هنا ومن بعد هو جا بالهليكوبتر. هذا الكولونيل جون بيير جا بالهليكوبتر وتخيبا وكي وصل جوست وين يافي طاهر دحمون. سي طاهر دحمون كانت عنده البياسة 24 وكان فعل يقولوا enfin c'était le bataillon, il y avait un bataillon ce jour-là. فيزاو هليكوبتر طيحوها وطاح هو بعد. طاح هو ده بشهودي مع سي طاهر دحمون كنت انا حاضره. قال له سي طاهر الله يرحمه فوالا لي بتي فلوس يتشو لو غران فلوس. فوالا وداوه القلمه وحطوه وداروا في هذيك الجهه تاع قلمه دباغ والطايه وجهه هذه وسيدي ومزاز عمار والصليب هذوما كل رازوهم كوم دابيتود. كوم دابيتود رازوهم. انا خرجت سجوغلا مع سي عمار شطيبي. خرجنا في الليل جوايه 12 تاع الليل خرجنا وسي طاهر دحمون قعد كي خرجنا احنا ايماجيني من هذيك الجهه تاع قلمه نلقى روحي في من الليله لا ريجيون تاع زابا دي كيلومتر حتى للصباح باش وصلنا. زاد تما سي طاهر دحمون كروشاو. اي سي سو جور لا اللي مات طاهر دحمون وهذيك الناس كلكم دابيتويد الكونفا اللي جات. Il y a eu aussi la bataille des 8 jours aux environs d'Azaba, d'Al-Ghadir également. Attends, نكملك هذه سي لا وين جي كومونسي لانفيرمري تاعي. جابوا لي لي بليسي نتاع قلمه جابوهم لهذه الجهه المليله. اول ما جابوا لي عثمان من الدور. ان بونوم اللي ما عنديش واش نقول لك. تشوفيه نقول لك الرجال اللي مدت روحها على الجزائر. جابوه لي قريب رجله طايره. يكون انا هذيك رحت باش نهزو
كي جيت باش نديرو طحت بيان سور جان وما نقدرش طحت جي كومونسي لو سوانيي داوي ما زالت كالك avec peu de moyens très peu mais انا avec le très peu mais la volonté quand on aime هذيك الحاجه ربي تعودي صادقه يوفقك. تقول عليا جيتي انفيرميير ديبلومي وكل شيء comment que j'ai pris la pince, comment j'ai commencé à le soigner, je l'ai fait les soins وكل bon bref من هذيك راح من وراها مات ساعة 8 من وراها مات ما أنا قعدت توجور الأوبيتال هذاك كان فيه ساعة مرة واستشهد وسي مصطفى الخروبي هذا من كل استشهد من تما كالكو طون تزيد تجي ضربة عزابة هذيك ساعة دوري 8 jours. La bataille des 8 jours, oui. C'est la bataille de 8 jours. Alors هنا c'est pas dire برك هذه يفو العبد يخملها. Oui. ماكلتها شرابها ميسيون تاع سلاح وروح ايبان هذيك احنا كنا فيها ما نقدرش نقول لك الجيش كيفاه كان وفرنسا كيفاه كانت انتر طون تجي الكونفا نتاع السلاح من تونس ربي كيفاش يخطط لحقت هذيك الكونفا للبلاصة اللي احنا مكروشين فيها وهذيك الكونفا كلها القبايل وكل جندي هاد زوز سلاحة وهذا التاريخ الرسمي اللي يجي من تونس ما يجيبش سلاحة واحدة يجيب زوز باه واحدة ليه وواحدة تاع الداخل اللي راهو ماهوش مسلح فوالا هذيك لا كومباني نتاع القبائل هي اللي حضرت في الضربه نتاع من الليله الوغ من الليله تنقود ومن بعد باش نروحوا للجهه الاخرى هذوما يزيتي هاك اون سيركلي من كل بلاصه العسكر جا من كل بلاصه العسكر وليكوبتر ولي سبيد فير هذوما ولي لي بانان السماء عندنا ما نشوفوش سيتي لو موا دوت وي سيتي لو موا دوت شوفي انا كي نقول لهم الجزائر ماهيش نتاع انسان راهي حتى تاع الحيوان فرنسا الحيوان قتلته ان ديزاغ الحمد لله اللي خلى لي ربي عقلي كي خرجت من الجبل وشفنا هذيك الشيء شيء اللي ما اللي العقل يغيب وهادو لا البطايون تاع القبايل كانت عنده دوسات جابوا سلاحه شويه ثقيله ال24 البران وروح فرنسا كي تصرخ الكرابين تفهم يا ريسبونسابل وي صرخت نتاع سي علي منجلي الا كومبري بلي كاين ريسبونسابل وهذاك لو ريسبونسابل داير عليه كل باش تحكموا وتقتلوا سي سا فوالا اما لو هذاك البطايون تاع القبايل كومون الى ريزيستي هذيك الدوسات انا كنت قولي بواحد 50 متر هذيك البلاصه اللي هما فيها بالحفر نتاع لي فيبي نتاع الزابه نتاع قاسيو بلاصه هذه السبت يقولوا لها من كل بلاصه لي زارتيري يطيحوا عليهم شوفي ما نقدرش نقول لك 20 ما نقدرش نقول لك 30 خاطر قدامي كي شكاير تاع السيما اللي ماتوا على جيل هذيك البياسه وما خلاوهمش داوها كي عاد يضرب قدامهم وماتت بزاف هربوا البياسه وخلاو لي تريبين تاعها اللي يحطوهم عليها ها بغاف عقبنا هذوك 8 ايام الحمد لله وعلاه مادام توبال تمشي كيما هك على خاطر اللي ماتوا قدامي الله يرحم الشهداء مدوا رواحهم من اجلك من تم
على بالهم هما كي يموتوا الخلفة إن شاء الله تكون سالمة وإن شاء الله تكون صادقة من أجل الجزائر. سيتي جان اللي ماتوا هذوك لي كابيل يزيتي تخي جان مي غير اللي يموت على الألماء. Les armes à la main, oui. Les armes à la main. Allah yarham shuhada. Vous avez connu également Mriem Bouatoura? C'est là وين خرجت لقينا لامين خان كان فيها سي طاهر جواد عمار بونديش سي علي سي حسن التفوتي يافي تالمون يافي تالمون مالا انا كي شافوني كيما هكاك قال لهم سي لامين خان والحمد لله هو مازال على قيد الحياه قال لهم ولا حوريه نديوها تروح معنا. Et c'est là où j'ai quitté عزابة سكيكدا. رحنا للغدير. الغدير هذا ومازال درك دي تونيل الشجر نقول حجر وهو تونيل قعدنا فيه. Et c'est là وين خرجنا من عزابة ومشينا لسكيكدا. كي وصلنا لسكيكدا عقبنا واش يقولوا له سي عيسى ربي يرحمه هو كي غير وين مات مليهش بزاف. On aura peut-être le plaisir de vous faire, l'occasion aussi de vous faire un portrait peut-être pour revenir sur tous justement ces détails. Malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. Vous êtes aussi, on rappelle que vous êtes membre de la fondation 8 mai 45 également. Ceci est donc مجلة أول نوفمبر. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. Nous allons Inch'Allah peut-être avoir le plaisir de vous recevoir une autre fois pour revenir sur votre glorieux parcours. Inch'Allah. Quels sont peut-être les conseils que vous donnez à la génération et le mot de la fin peut-être à la nouvelle génération? Oui, au mot de la femme, هذه أمانة في رقبتي. هذه أمانة في رقبتي. مريم كي عدت داخلة للبلاد ما هدرناش على مريم الحياة تاعها كي عدت داخلة قلت لها أنا كي تروحي انتيا وأنا كيفاه نقعد قالت لي أنا كي نروح نموت لا قعدتي حية أي مرأة تشوفيها قل لها مريم بوعتورة ماتت على جالكم على جال الجزائر. Merci beaucoup حورية طوبال. Merci pour ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Voilà. وانا ثاني سما فيها grand plaisir اللي قعدت للجزائر وان شاء الله الرساله نوصلها للشهداء ونشوفكم صادقين مع الجزائر وتحيا الجزائر. ان شاء الله نشوفك بخير. يعطيك الصحة Madame Tobal, merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre émission. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagnée aujourd'hui pour la réalisation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, donc lundi et mardi prochain. D'ici là, restez fidèles à nos programmes et puis surtout gardez le sourire. Allah yfraqna bladnob. Au revoir. Salam.